Bonjour. Aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler un peu de la palette de couleurs. Alors, ce sera très simple, assez succinct, c'est pas trop de détails, mais j'en reviendrai sur d'autres détails sur une autre vidéo. Là, je voulais juste vous montrer comment un peu organiser votre palette. Moi, j'ai ma manière à moi d'organiser ma palette. Il y a différentes façons d'organiser. On peut disposer les couleurs de différentes façons. Moi, j'aime bien les disposer comme ça pour avoir de la place pour mélanger. Même parfois, quand j'ai des grands tableaux, je peux avoir deux feuilles. Là, j'ai pris un grand papier, glacé, fini glacé. Ce qui convient bien, c'est le papier parchemin ou, naturellement, le papier à palette. Si vous pouvez acheter la grande tablette de papier à palette, ça convient bien pour mélanger les couleurs parce que vous avez de la place. Alors, si vous travaillez sur des petites feuilles pas plus grosses que ça, bien là, c'est certain qu'à un moment donné, vos couleurs, ça vient tout mélanger, puis c'est difficile de suivre là, notre palette, l'évolution des couleurs, l'évolution des mélanges, puis surtout si on a un grand tableau, là, on va manquer de place. Alors, donc il y a différents outils pour prendre la couleur. On a des petites palettes comme ça, plus ou moins grosses, pointues, qui permettent de mélanger. Ça va quand même assez bien. Ici, c'est pour prendre la couleur. Celle-là, elle est plus rigide, alors c'est peut-être un peu plus difficile. Alors, c'est bon d'avoir une palette quand même pas trop petite, mais assez grande pour avoir une certaine aussi couleur, ou quantité de couleur là, au bout de la spatule. Bon, ensuite, ce que je peux bien je vais vous expliquer ce que j'ai sur ma palette. Donc, ce que j'ai un blanc de titane ici. Mon blanc de titane, c'est une couleur qui est opaque. Okay? Ça veut dire qu'elle est couvrante. Elle sert à couvrir de la couleur, souvent en acrylique, qu'on a en dessous, qu'on ne veut plus voir ou qu'on veut moins voir. Alors, ça, c'est très couvrant. On a un jaune moyen, qui est une couleur primaire. C'est une couleur de base, donc on veut dire par là que si on la mélange à d'autres couleurs, on pourra réaliser des mélanges de d'autres couleurs supplémentaires. Par exemple, si je mélange le jaune avec mon magenta quinacridone, ça va me donner un orangé. Donc, c'est une couleur secondaire, OK? Donc, le mélange des principales couleurs, en fait, la palette de base, c'est le jaune moyen, le magenta quinacridone et le bleu de céruléum. Le bleu de céruléum, je dirais que ces trois-là, petit instant, OK. Ces trois-là, donc le jaune moyen, le magenta quinacridone, je vais les entourer, vous allez voir. Bon, et le bleu céruléum, c'est des couleurs de base. OK? Ça, il faut avoir ça absolument dans sa palette. OK? Ça fait que je peux faire les couleurs secondaires. Donc, jaune, rouge, bleu. Couleurs secondaires, orange, violet et vert. Okay. Alors, mon jaune, mon quinacridone, va me donner des orangés. Mon magenta quinacridone plus le bleu céruléum va me donner des violets. Et puis, le jaune et le bleu vont me donner un vert. OK. Alors, après ça, ben moi, la façon que je fonctionne, c'est que c'est ça. J'intègre mes couleurs de base à travers mes autres couleurs pour compléter. Donc, le blanc est indispensable. Ça, on ne peut pas s'en passer. Je pourrais avoir un noir. Je ne l'ai pas mis sur ma palette, mais je pourrais avoir un noir. J'en ai toujours un petit peu, habituellement. Bon, après ça, on a, c'est ça, le rouge naphthol, qui lui, moi souvent je m'en sers pour mettre un accent ou pour mélanger avec mon magenta pour faire un magenta moins rosé, plus rouge. Ou quand je veux roser un peu mon rouge, ben, je mets mon magenta dans mon rouge naphthol. OK, ça peut quand même convenir. Le rose vif, ça c'est spécial parce que cette couleur-là, elle va beaucoup rehausser certains tons. Disons que je suis dans les tons des orangés. Mon rose vif peut venir énormément enrichir puis vivifier ma couleur. À l'huile, on s'en sert parce que c'est comme un indispensable. Il va vraiment vivifier mes couleurs. Souvent, dans les orangés, là, c'est très beau. Après ça, une fois que j'ai mis mes rouges, donc on parle de couleurs chaudes, je mets mes terres à côté de mes rouges, pas loin, OK? Le ciel brûlé, c'est une catégorie de rouge, qu'on pourrait dire, parce que c'est une couleur terre qui est rougeâtre. Donc, elle aussi, elle va réchauffer votre couleur. Elle peut
pas la vivifier vraiment, mais elle va la réchauffer. Elle va lui donner un ton un peu plus chaud que gris, plus rouge que gris, donc plus chaud, plus intéressant si vous voulez avoir des couleurs qui sont pas froides, là, parce que le gris est froid. La sienne naturelle, elle est spéciale, elle va adoucir puis opacifier une couleur. La terre d'ambre va venir foncer. Elle va... Donc, il n'y a pas de rouge là-dedans. Là. Le terre d'ombre, il n'y a pas de rouge. Le terre de sienne naturelle, il y en a encore... C'est plus jaunâtre, c'est plus comme la couleur ocre, si on veut. Donc ça, on est dans des couleurs ici qui sont plus ombrées. OK? Elle va foncer la couleur, mais plus terne, si vous voulez. OK? Tandis que le rouge qui est dans le terre de sienne brûlée ne sera pas terne, il va réchauffer la couleur. Okay? C'est un peu ça la différence là, entre les couleurs terre là, que je vous présente. Je pourrais avoir un jaune ocre aussi que j'aurais mis ici, par exemple. Je pourrais mettre mon jaune ocre. Le jaune ocre, il fait des beaux orangés aussi. Alors, sauf que c'est une couleur qui n'a pas beaucoup d'éclat en tant que telle, mais elle fait de beaux mélanges quand on la mélange avec un jaune moyen, par exemple, ou un jaune citron, là, très, très lumineuse. Le bleu céruléum va vous servir naturellement à faire vos verres. Le bleu céruléum est base, donc on peut faire des turquoises avec le bleu céruléum. Il y a différentes manières de faire des aquas, là, des aquas qui vont paraître plus turquoise aqua, vraiment comme l'eau. Puis il y a des turquoises qui vont plutôt être un peu plus verdâtres. Okay? C'est toutes des couleurs, bleu céruléum, bleu outre-mer aussi, entre autres. C'est toutes des couleurs qu'on utilise souvent pour faire l'eau et les ciels. Ici, j'ai le bleu phthalo. Le bleu phthalo est très fort, mais il est très beau en mélange pour réaliser des violets très foncés. Surtout si vous le mélangez, ben, vous pouvez le mélanger avec le magenta quinacridone, là, mais aussi il va être très fort avec des violets, très fort avec l'alizarine. Okay? Donc, je pourrais même mélanger un peu d'alizarine, un peu de bleu phthalo, puis je pourrais aller me chercher même un peu de rose vif. Ça aussi, ça alimente les violets, le rose vif. Ici, j'ai mis quand même le vert émeraude. On s'en sert rarement. C'est peut-être pas un véritable vert émeraude que j'ai ici, là, mais j'aurais un turquoise phthalo aussi, tiens, je vais vous le mettre ici, qui ressemble, mais qui est plus transparent. Le vert émeraude a plus cette allure-là. Donc, il a plus l'allure de ça ici, parce qu'il est transparent. Vous voyez, là, il est transparent. Donc, ça, c'est mon vert phthalo. Voilà. Alors, lui, il est très transparent. Il sert à foncer des couleurs. Je pourrais foncer un bleu avec mon vert phthalo. Je pourrais prendre mon vert ici, ou mon bleu phthalo, puis le mélanger à mon vert, il va me donner un vert plus foncé. Okay? Ici, si je veux faire un verdâtre, ben, je pourrais mettre mon vert phthalo mélangé à mon bleu phthalo, qui va me donner un vert plus foncé. Mais encore une fois, il va être, bon, c'est sûr que là, la couleur va être transparente. Alors, il y a des trucs en peinture. Si vous voulez que votre couleur soit moins transparente, c'est de mettre du blanc dedans. Bon, par exemple, si je prends mon bleu phthalo, qui est quand même relativement transparent, j'en prends un peu ici. Je me prends toujours un linge humide là, pour essuyer ma spatule. Si je prends un peu de blanc, ne serait-ce que ça, puis que je le mélange, alors je vais avoir un bleu qui est déjà plus opaque. Il va même ressembler beaucoup à mon bleu de céruléum. Si je rajoute un vert, à ce moment-là, je vais obtenir, j'en ai un turquoise là, il est plus foncé. Si je rajoute encore mon blanc, et si je rajoute encore un peu de jaune, je vais obtenir un turquoise. C'est ça que je vous disais, là, la couleur turquoise, mais plus verdâtre. Là, je peux le travailler. Je peux dire, bon, je vais rajouter du bleu de céru pour voir. Je vais rajouter encore un peu de blanc. Alors là, je pacifie ma couleur. Puis en même temps, je donne une petite
touche, là, ça fait un petit vert doux, là, qui est un peu plus aqua. Il y a toutes sortes de façons de faire des turquoises. Hein. Normalement, un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de bleu de serrure, puis un peu de blanc donne des turquoises. On pourrait essayer d'intégrer un peu de vert phthalo aussi. Bon, après ça, bon, là, ça c'est une chose. Si je vais vers... bon, ça c'est le blanc. Donc, que je mette du blanc, si je prends un blanc, puis que je le mélange à mon jaune, à ce moment-là, mon blanc ne sera pas complètement blanc. Je donne une petite teinte à mon blanc. Okay? Souvent, en peinture, là, il n'est pas blanc-blanc, là, ce blanc-là, mais sur votre peinture, il va paraître blanc. Okay? Parce que sur votre toile, on n'a pas la même impression quand on le met seul, si c'est la couleur la plus claire. À ce moment-là, là, quand vous peignez, ben, c'est comme si vous aviez un blanc. Sauf qu'il n'est pas pur, mais c'est blanc plus qu'autre chose. Ici, mon magenta quinacridone, il est transparent. Lui, il donne des belles couleurs aussi. Si je le mélange à mon jaune, ben là, je vais avoir une base d'orangé. Couleur de base orangée, regardez, il sort. Je vais rajouter un peu. OK. Je vais mon orangé ici. OK. Si j'ajoute du blanc à ce moment-là, là, je vais l'opacifier. C'est sûr qu'il va perdre de son intensité, mais je l'opacifie. Je vais essayer juste mon petit rouge. Rouge, regardez l'effet. Mon petit rouge vif, il vient vraiment relever la couleur. Il vient vraiment la vivifier. Je rajoute du jaune encore. Je la vivifie encore. Elle va virer encore plus à l'oranger. Elle prend une teinte même un peu saumon. Alors là, graduellement, si j'ajoute ma couleur, ben là, plus de jaune, ben à ce moment-là, il va devenir plus jaunâtre. Si je veux foncer une couleur, par exemple, j'ai un bleu serrure que je veux foncer. Il y a différents moyens de foncer. Souvent, les peintres en peinture traditionnelle ont dit ajouter la complémentaire. Ben regardez, j'en ai une complémentaire ici. C'est sûr que si j'ajoute mon orangé dans mon bleu, je vais avoir un bleu qui va être très beau, qui va être éteint. Autrement dit, je vais rabattre ma couleur si je fais ça. La rabattre, ça veut dire l'éteindre. Donc, elle est moins lumineuse que si j'ai ce bleu-là seul. On voit tout de suite, là. Puis, elle va prendre une teinte verdâtre. Alors, est-ce qu'on veut un verdâtre dans notre peinture? Ça dépend de ce qu'on a autour. Moi, j'aime bien mélanger un peu de terre de sienne. Il est assez fort, le terre de sienne, donc j'ai peut-être mis un petit peu trop, là. Mais, donc, il va foncer mon bleu. Je vais rajouter encore un petit peu de bleu ici. Donc, ça va me faire des couleurs plus acier. Alors, ça fait de beaux bleus aussi, les terres. Si je prends mon bleu, encore de serrure, puis que je mélange ma terre d'ombre, alors à ce moment-là, je vais avoir un bleu, je vais en rajouter encore un peu, plus foncé, un peu plus fade. Donc, c'est pas ça qui vivifie les couleurs, hein, les complémentaires, puis les terres, là, c'est sûr. Mais ça va foncer la couleur. Ça va calmer, parce que parfois, quand la couleur est trop vive, ça peut choquer l'œil, dépendant de ce qu'on a comme couleur dans notre peinture. Ensuite, bon, là, je vous ai parlé de foncer la couleur. Ma terre de sienne naturelle aussi, elle peut être, parce que c'est comme un peu un jaunâtre. Les jaunâtres sont très beaux en mélange. Si, par exemple, je prends ça et que je mélangerais ça à mon bleu, je vais rester avec mon même bleu, ok? Ça va être facile de voir les différences. Donc, si je fais ça, c'est sûr que ma couleur, elle va prendre une couleur teinte un peu verdâtre, mais on dirait que, voyez-vous, quand on met le terre, à quel point ça éteint la couleur. Donc, je dirais que la terre de sienne brûlée agit un peu comme l'orangé que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai mélangé dans mon sienne. OK? Elle vient donner une teinte verdâtre à la couleur. Un peu plus de bleu maintenant.
terre de ciel naturelle. Mais elle garde la teinte bleue. Elle va chercher plus l'acier, les couleurs acier. Tandis qu'ici, avec la complémentaire, elle fait vraiment la job, là. Elle éteint la couleur. Elle enlève beaucoup de lumière à la couleur. Bon, alors ça, les deux façons sont bonnes pour foncer la couleur. Il y en a qui mettent du noir dans la couleur. Si on veut vraiment assombrir une couleur, y enlever sa lumière, c'est sûr que le noir va agir. Mais il ne faut pas en mettre trop. Ce qui est beau avec le noir, en fait, si vous avez une peinture dans laquelle vous avez du noir, bien, c'est un peu comme le même principe que le blanc. Si je prends du blanc, je mets un peu de jaune dedans, ça va lui donner sa lumière. Si je prends du noir, puis que je mets un peu de jaune dedans, alors mon noir va prendre une teinte peut-être moins drastique qu'un noir. Il sera moins drastique qu'un noir pur. Ça, c'est un secret de peintre aussi, là, de mettre la couleur dans votre noir. Là. Ça donne une plus belle teinte. Il y a le terre de... pas le terre, mais le gris de Payne aussi, qui est très beau. Pour utiliser avec d'autres couleurs. Il est près du noir, près du bleu, très foncé, charcoal. Il est plus charcoal, le gris de Payne. Il est très beau aussi dans une palette. Bon, après ça, j'ai mon rouge aussi qui est intéressant. Mon rouge, si je le prends et que je le mélange avec mon jaune, par exemple, il va me donner un orangé très, très, très fort. Vous voyez ici, là, il est très fort. Okay. Là, si je veux lui enlever un peu sa vigueur, parce qu'il est très fort, à ce moment-là, je pourrais peut-être jouer un peu avec mon quinacridone, mon magenta quinacridone. Il va être plus rouge un peu. Je pourrais aller me chercher juste un petit peu de rose vif. Et je pourrais aller me chercher peut-être, j'ai pas de jaune ocre, mais le jaune ocre pourrait être très beau. Si, admettons, je prends mon terre de ciel naturel, j'en prends juste un petit peu, puis que je la mélange. Là, je vais calmer ma couleur. Les couleurs terre, avec d'autres couleurs, ça va calmer le jeu un peu. Okay? Donc, il est moins punch, moins fluo, parce que ça me donnait vraiment une couleur fluo, là. OK, alors c'est principalement ce que je voulais vous dire. Donc, il y a peut-être une autre chose dont je voudrais vous parler, c'est les valeurs de couleurs. Ici, j'ai un livre qui explique la valeur la couleur pure en tant que valeur. Un petit moment, s'il vous plaît, je reviens. Voilà. Donc, si on parle de valeur, alors à ce moment-là, on a un carré ici complètement blanc. On va du gris clair, gris moins clair, encore moins clair, gris très foncé. OK? Alors à ce moment-là, ça correspond, ce qu'on veut dire par là, c'est que ça nous donne à ce moment-là les différentes valeurs de chaque couleur. Si je prends le jaune, donc il correspond à un gris qui est clair. Si je prends mon jaune moyen, mon orange de cadmium, on a un gris qui sera un peu plus foncé, plutôt du côté clair. Et ici, on a du ton moyen, le bleu cérulum, le rouge de cadmium ou rouge naphthol, des verts, quand on rentre avec un vert, le jaune ocre, qui est un peu moins fort que ça, correspondent à un gris moyen. Le bleu de cobalt, notre bleu phthalo de tantôt, notre vert ici, puis vert émeraude, correspond à une valeur plus foncée. Donc ça, les violets aussi pourraient être ici, ça correspond à une valeur très foncée. Alors, on est dans un type de couleur où il y a peu de lumière. Alors qu'ici, on était dans un type de couleur où il y avait
beaucoup de lumière. Si on prend un soleil, le soleil est jaune, donc ça correspond vraiment à la lumière, puis c'est l'élément qui correspond à la lumière, le soleil. Donc souvenez-vous que le soleil, c'est une couleur très lumineuse, ok? Puis qui correspond à un gris dans les plus clairs, ok? Ici, on a le très très foncé. Moi, je mettrais peut-être le gris de peigne ici, à ce niveau-là. Donc, si on donne l'exemple du bleu outre-mer, la lizarine cramoisie, qui est le rouge à lizarine que je vous avais déjà fait utiliser. Le vert de vessie, vert émeraude. Le terre d'ombre brûlée est très foncé aussi. Ici, j'avais un terre d'ombre tout court, par exemple, parce que vous avez le terre d'ombre, vous avez le terre d'ombre brûlé aussi, si on parle d'un terre d'ombre brûlé qui est encore plus foncé. Le terre d'ombre brûlé aussi, il y a un peu rougeâtre, hein, légèrement, comme le terre de sienne brûlé. Il est beau dans les mélanges. Il est plus chaud. Donc, quand je parle de température de couleur chaud-froid, j'ai un exemple aussi ici. Ça, c'est un peintre assez connu, Quiller, qui fait de l'aquarelle. Donc ici, on donne un bon exemple des couleurs chaudes et des couleurs froides. Bon, lui par contre, attendez, je regarde. OK. C'est le contraire de la roue. Là, je ne vous parle pas du cercle chromatique. Hein. C'est vraiment le cercle chromatique traditionnel avec les jaunes à droite et puis les bleus à gauche, les bleus verts. Ici, je vous parle de la roue de couleur de Quiller. Donc, c'est lui qui a fait son organisation de couleurs. Par contre, je voulais vous la montrer parce que ça explique bien les couleurs chaudes-froides. Alors, ici, on a des couleurs chaudes qui sont de ce côté, à partir du jaune. Bon, on a un jaune de cadmium clair. À partir de là, jusqu'ici, au violet ici, on a des couleurs qui sont chaudes. Vous avez le magenta, vous avez le quinacridone, les quinacridone qui se situent ici. La photocopie ne rend pas tout à fait la couleur du quinacridone, parce qu'elle est un peu plus rosée que ça. Vous avez les rouges, le rouge de cadmium. Vous avez les orangés. Les orangés sont très beaux aussi. Si vous achetez un tube d'oranger, il va vous servir si vous aimez les couleurs chaudes. On peut y mélanger, par exemple, du jaune d'ocre, ou aussi du magenta quinacridone qui va donner des beaux orangés chauds. Ici, on a les couleurs froides à droite, donc on tombe dans les verts. Le bleu phthalo, bleu de cérule, c'est toutes des couleurs qui sont du côté froid. Le violet, ici avec l'ultramarine bleu, c'est une tendance froide. OK? Ici, on a, voyez-vous, il a groupé, lui, ses teintes de terre. Donc, lui, il fonctionne beaucoup avec les mélanges de complémentaires, mais aussi de terre. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, dernière chose, les blancs, les tons clairs, en fait, il y a beaucoup de recettes de tons clairs, OK? On peut mettre un peu de rouge, un peu de bleu de cérule, je dis rouge, magenta quinacridone, un peu de bleu de cérule dans notre blanc, ce qui va donner un petit gris intéressant. OK? J'ai différentes combinaisons ici. Je pourrais toujours vous en reparler au cours, vous les montrer si vous désirez aller chercher des détails là-dedans. Après ça, eh bien, j'ai aussi des recettes de gris ici, que vous pourrez venir me voir pour ça. Par exemple, ici, on aurait un mélange qui donne un beau gris. Si je vais au D, ici, bleu outre-mer, orange cadmium et blanc titane. Donc, ça rentre dans le mélange de complémentaires. En fait, parce que on a un orangé, puis on a un orange de cadmium, puis on a un bleu outre-mer. Donc, deux complémentaires, plus le blanc va donner des gris, un gris doux. Ici, j'en ai un intéressant. Vert de vessie. Voyons, on n'a pas ça dans la palette, mais c'est des couleurs que vous pouvez acheter pour compléter, parce que c'est pas nécessairement une couleur de base, comme je vous ai donné, là, le jaune moyen, le magenta quinacridone, le bleu cérule, ça c'est vraiment les trois couleurs de base. Donc ici, je disais vert de vessie, terre de sienne brûlée et blanc titane va vous donner un gris plus verdâtre. Alors, si vous voulez des recettes de gris, vous viendrez me voir au cours, je vais vous en donner.
Voilà, j'ai des mélanges aussi de couleurs foncées qu'on peut faire. Terre de sienne brûlée, bleu outre-mer ou bleu phthalo. Je prends mon bleu phthalo et puis je vais mélanger mon terre de sienne brûlée. Ça va me donner un beau ton foncé. C'est celui-là ici. Des fois, il rentre 3 couleurs. Comme ici, à B, j'ai une terre de sienne brûlée, un émeraude et un terre d'ombre brûlée. Alors ça, c'est une valeur qui est très foncée. Il y a des valeurs foncées aussi où on intègre du rouge. Donc rouge-vert, complémentaire encore une fois, intéressant. Bon, par la suite. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant les couleurs aujourd'hui et on va se retrouver pour autre chose tout à l'heure. Merci. Bon, ok, la suite. Moi, je fais cette vidéo-là pour expliquer, surtout au groupe, mon groupe du samedi, la préparation de leur toile pour le prochain cours. Donc, il y en a qui vont faire une ville, on aura pas besoin de texture vraiment là-dessus. Et il y en a d'autres qui vont faire plus un paysage de nature où l'horizon sera haute ou sera basse. Donc, soit qu'on accentue sur le ciel ou le côté terre, le côté sol. Donc, à ce moment-là, on peut faire, si on veut accentuer l'attention sur le côté, si on veut donner de l'importance au côté terrain, sol, la terre, alors à ce moment-là, on va utiliser une horizon qu'on va placer à peu près bon, ici, admettons, là, mais elle sera plus haute. Okay? Donc, ça va être tout un jeu de texture qu'on va avoir ici. Je préférerais qu'on la fasse pas trop droite. Là. OK, on va la faire un peu peut-être plus en diagonale. Tout comme ça, là, que ça va donner plus de dynamisme à notre paysage. Donc, j'avais demandé à ce que les gens préparent leur toile d'avance pour le prochain cours, là, dans ce sens-là, si on met de la texture avec le paysage là, plus naturel. Donc, j'ai 2 formats. J'ai ce format-là, plus rectangulaire, et j'ai un autre format un peu plus carré, avec un horizon qu'on peut faire plutôt basse. Moi, je voterais pour plus d'attention sur le sol. Si on fait un autre paysage, l'horizon sera plus basse, mais pas besoin de la mettre très basse. Là. Dépendant si vous voulez donner de l'importance à votre ciel, travailler donc dans les flous. Vous êtes bien avec une horizon, avec un format plutôt carré. Moi, je vous dirais, vous n'avez pas non plus besoin d'occuper beaucoup de la texture. On peut aller assez loin là-dedans. Je vais commencer par celle-là. Après, je vous expliquerai autre chose là, au sujet de la composition là, pour ce type de paysage. Bon, ici, j'ai de la terre, j'ai de la poussière de pierre, pardon. La poussière de pierre, donc, j'ai des gros grains, j'ai des petits grains. OK? Moi, je vais le mélanger à mon modeling paste ici. Mon modeling paste que j'ai pris directement là, de mon pot de, pas modeling paste, mais composé à joint, excusez-moi. Ça peut être du modeling paste aussi, là. Donc, le composé à joint qui est souple, mélangé à la poussière de pierre qu'on laisse sécher, là, laisser sécher un bon 24 heures. Après ça, vous pouvez appliquer une couche de médium liquide, là, ce qui va permettre de sceller la couche, la rendre complètement là, plastique. Donc, on va y aller. Je vais mélanger, je vais juste me mettre là-dessus là, en attendant. Je vais mélanger ma poussière de pierre. J'ai des gros grains et j'ai des petits grains. Je vais aller chercher des plus gros grains pour voir. Parce que c'est le fun de voir ce que ça donne. Je vais le mélanger avec ma spatule. Pardon. Bon, je travaille avec un râtoir comme ça. C'est le... Donc, je mélange ça. Moi, j'ai une genre d'assiette en plastique. Vous pouvez prendre une assiette en aluminium, ça va très bien. Ça, là, c'est sûr qu'on peut varier au niveau des matériaux. Hein. Moi, je vous parle de la poussière de pierre aujourd'hui, mais il y a bien d'autres matériaux qu'on peut faire entrer là, dans le modeling paste ou le composage. Voilà. Alors, moi, je mélange grosso modo. Possible que je rajoute encore en cours de route de la poussière de pierre. Je vais m'en faire un peu plus de toute façon. OK. Excusez-moi. On va dégager ça. Bon. Alors, si je commence, donc je m'attarde aux effets. Je regarde ce que ça donne.
Donc, un paysage, on sait, ça traverse. Hein? Donc, je ne ferai pas ma ligne de paysage, je ne l'arrêterai pas ici, la commencer là, puis l'arrêter là, là. Il faut absolument faire du bord. Déjà. Donc, on peut en mettre jusque sur les bords. Moi, j'en mets un petit peu sur les bords parce que je peins les côtés de la même couleur que mon dessus. J'en ai pas trop épais quand même. Je rate un peu. Un peu plus de ici. Bon, poussière de pierre. Vous n'êtes pas obligé de prendre la poussière de pierre. Vous pouvez prendre du sable ordinaire. Je pourrais même le mélanger dans l'instant. On va reprendre du composé à joindre. Je vais en mettre un peu plus ici. Je vais le prendre sans la pierre. Je vais prendre sans pierre, sans poussière de pierre. Je vais prendre nature, là, mon composé à joint. Je vais juste le mélanger pour avoir. Donc, ne mettez pas trop de poussière de pierre ou de sable pour avoir trop de grain non plus. Ben, ça donne aussi une variété dans la texture. Je peux aller jusque sur les coins. Je peux aussi, pas nécessairement. Des fois, il y a un coin qui peut être. Qui peut ne pas être couvert par la texture. Je m'amuse un peu dedans, là, j'ai le temps. Je regarde pour voir si j'ai des effets de paysage. Ici, donc, vous voyez, je monte un peu, j'ai comme monté un peu dans le ciel. Je peux monter dans le ciel, je peux aller presque jusqu'en haut. Parce que moi, quand je vais peindre, je ne fais pas nécessairement de ma peinture, de ma texture, je veux dire. Je peux m'en occuper, mais je veux dire... on ne mettra pas la couleur en fonction de la texture. On fait couler la couleur pour ce qui nous donne une taille de fond générale. Je joue avec, je regarde les différents effets que ça peut faire. Que je pense qu'on va clore une espèce de ligne qui se crée à cause du voyagement des grains sur la toile. Je peux remettre... remettre aussi un peu de poussière de pierre. Parce que c'est une fois séché, ça va être aussi différent. Les grains vont coller. Il y en a qui vont se détacher. Donc là, je commence à voir quelque chose qui peut ressembler pas mal à un paysage de pierre, de sol. Allez-y de façon libre. Hein. Je parlais de quelqu'un qui me disait, c'est intéressant quand tu me parles, tu nous dis la spontanéité, oui, c'est important. C'est sûr qu'il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait comme composition, là. Mais c'est bon de laisser aller puis d'essayer comme là, la texture, ben, vous pouvez vous amuser dans la texture, vous avez le temps en attendant qu'elle sèche, là. Alors, vous essayez de voir là, les différents effets là, que ça peut créer, là. Promener le bâtoir
sur la toile. Je ne mettrai pas de texture en dessous. Moi, j'en mets jusqu'ici, j'en mets pas en dessous. J'en mets sur les côtés, par contre. C'est parce que je peins mes côtés. Sinon, ben, mettez-en pas sur les côtés si vous prévoyez peindre vos côtés noirs. Okay? Bon, moi, je la laisserai comme ça pour l'instant. C'est certain qu'avec la couleur, là, je vais aller créer des effets à cause de la texture, là, qui va être long, là. Je vais aller créer des effets de ciel qui vont embarquer dans ma texture même. Là. Je vais descendre mon ciel peut-être jusqu'ici. Je vais aller. Ça va me donner. Voilà. Voilà pour cet exemple-là. Je vous reviens pour l'autre. Bon, OK. Là, j'ai un format un peu plus carré. Ce que je peux faire aussi, je peux me servir du gesso, moi. Avec mes matériaux. Là, j'ai du sable naturel, pris sur le bord du fleuve. Donc, il y a des grains de grosseur moyenne. Il y en a des plus petits. On peut tamiser ces sables-là, naturels. Ici, j'ai du sable qui vient du dol artificiel, en fait, ça vient du Dollarama. Mais il est petit quand même, assez, un peu comme le sable naturel que j'ai. Bon, fait que là, ce qu'on peut faire, c'est de se servir de gesso. Je vais faire l'essai du gesso et du composé à joint. Donc, le composé à joint, vous voyez, quand on le détend, je vais lui donner un effet. Moi, je vais mettre de la texture dans le ciel, OK? Je prévois faire mon ciel, mais je prévois faire de la texture dans le ciel aussi. Alors, comme ça, OK? Je vois un peu l'allure de mon ciel. Admettons, je mets ma lumière là. Puis ici, il va y avoir de la texture. La lumière peut se trouver là aussi, puis le coin foncé là aussi. Donc, je prévois à peu près le mouvement du ciel avec une horizon plus basse que j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'étiqueter comme ça. Vous pouvez vous trouver un modèle dans une image. Trouver une image dans un livre ou une revue ou sur Internet si vous voulez. Alors, on ne sait pas trop où s'arrête le ciel, où s'arrête la terre. Donc, moi, ça m'aide ça, parce que je n'ai pas besoin de prévoir vraiment. Je vais voir ce qui va se passer avec les couleurs. Alors, ce que je fais, c'est que j'introduis un mouvement avec l'étalement de ma texture. Donc ici, j'ai du composé à joint que je vais laisser comme ça. Je vais aller mettre un peu de gesso. Je le mets comme ça, l'écoutez, là, juste. OK. Donc le gesso, pas en mettre trop épais non plus, mais il est plus liquide d'abord aussi. Hein? Alors, voilà. Donc, je le mets près de mon composé à joint. Je vais le faire passer au travers. Ça crée un peu presque des mouvements d'eau. Je pense que ce paysage-là va être très intéressant. Donc, comme je vous disais, la ligne d'horizon peut être plus basse. Là, je ne sais pas très bien où est-ce qu'elle peut se trouver. Elle peut se trouver ici, comme elle peut se trouver là aussi. Là. Ça va dépendre comment je vais développer mon affaire avec mes couleurs. Je vais en remettre un petit peu. On s'amuse. Alors, on laisse aller sur l'imagination. On imagine un paysage, c'est ça l'inspiration. Hein? Si, admettons, vous allez vous promener sur le bord du fleuve, ben là, vous allez, des fois, quand on revient, on a comme encore nos images dans la tête. Okay? Là, je vois vraiment une tempête d'eau. En le faisant, il me vient des images. Ici, bon, là, j'ai le sable naturel. Mon sable naturel. OK. Puis j'ai mon sable. Sable artificiel, je veux dire, j'ai fait le contraire. Là, j'ai mon sable naturel, qui est plus foncé. Donc, on va en mettre un peu plus. Bon, donc je peux juste revenir avec mon rapport un petit peu. Je vais y aller au gros pinceau, c'est le gros pinceau très taillé, hein, un gros pinceau. Je vais brasser un peu la matière avec un pinceau de... Okay. Là,
je vais laisser mon gesso pur. Je vais laisser mon modeling paste composé à joint pur aussi en haut. Pas de sable dedans, c'est juste du sable en bas. Je vais en remettre. Donc, on mélange sable artificiel et sable naturel. Ça me donne une petite couleur. J'aurais pu prendre du marc de café aussi. Ça aurait été intéressant. Bon, marc de café, on y reviendra. Alors, moi, je laisserai ça comme ça pour l'instant. Voilà. Je vais vous montrer les toiles qu'on a fait, qu'on vient faire là, de près. Alors, voici la première. On avait un mélange de composé à joint plus la poussière de pierre. Vous voyez ici, il y a plus de grains qui sont concentrés. Donc, ça, c'est ma poussière de pierre. Et puis, si on regarde au niveau là, de... Quand je vous disais une plage de repos, de lumière, donc elle se trouve ici. C'est là où j'ai mis moins de texture. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir de la lumière quand même là-dedans. Mais disons que ma couleur foncée, mes zones foncées, vont plutôt se concentrer au bas de la toile. Alors, je vais vous montrer l'autre. Maintenant, la deuxième toile, qui est intéressante aussi. Beaucoup de mouvements. Ici, donc, j'ai concentré mon gesso. Je l'ai rentré dans mon composé à joint ici. Voilà. Alors, de sable naturel, sable artificiel qu'on ne voit pas, là, mais on voit que les grains sont là, sont blancs. C'est du sable artificiel blanc. Donc ici, le ciel... Donc, vous voyez, j'ai mis quand même de la texture, ce qui n'empêche pas que ça va être un ciel qui va se développer ici. Puis, il va rentrer plus ou moins là, au sol. Moi, j'avais déjà, dans le sol, je veux dire, moi, j'avais déjà des textures là-dessus. Hein, c'est des toiles recyclées que je prends. N'empêche que mon mouvement ici, on dirait qu'inconsciemment, je suis allée l'intégrer là, dans ma texture. Alors, il passe bien ici, à ce niveau-là. Fait qu'on va laisser cette texture-là être comme elle est. Alors, on va se retrouver au cours. Merci, bonne journée.